Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est sur la deuxième conférence de presse de l'année, celle qui entoure la journée mondiale de l'œuf du 13 octobre, donc de vendredi dans une semaine. Et aujourd'hui, cette conférence de presse va s'axer, je dirais, autour des dernières tendances, des dernières enquêtes qu'on a pu faire auprès d'un panel de consommateurs qui nous enverra des messages très clairs sur ce qu'on a bien fait, mais ce qu'on n'a pas forcément bien fait encore au sein de nos filières. Et puis on vous fera aussi un peu d'actualité sur ce qui se passe dans nos filières, sur cette dernière année 2023, je dirais. Et puis des tendances qu'on aura à venir, ce qu'on a travaillé sur notre bien-être animal, ce qu'on a pu faire sur notre œuvre de France et autres. Donc on a tout un programme qui est là. Et je ne vais pas parler plus longtemps, puisque nous avons, si je cache l'écran, c'est pas facile, mais nous avons voilà, un ordre du jour chargé. Et cette conférence de presse sera animée par Alice Richard, qui est présente ici. Donc pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle tête. Donc je la laisserai se présenter quand elle prendra la parole. Et puis Loïc Colombel, vice-président du CNPO, qui interviendra aussi sur la partie consommation. Voilà, donc en route pour cette conférence de presse. À toi, Alice. Alors, merci Yves-Marie et bonjour à tous. Donc je m'associe à Yves-Marie pour vous remercier de votre présence ici et puis pour remercier le restaurant de nous accueillir. Alice Richard, je remplace donc Maxime Chaumet à la direction du CNPO depuis juillet dernier. Ce qu'on voulait vous présenter tout d'abord, c'est les résultats de l'enquête CSA que l'on mène tous les 2 ans pour le CNPO. Afin de connaître un peu les perceptions des consommateurs sur l'œuf et aussi leur mode de consommation et leurs habitudes. Donc cette enquête elle a été menée au courant août 2023 sur un panel représentatif de la population française. Alors ce qu'on apprend de cette étude, c'est que 97% des Français consomment des œufs, dont 89% des consommateurs au moins une fois par semaine, et 54% qui déclarent en consommer plusieurs fois par semaine. Donc là, ça nous donne une idée de la fréquence de consommation des œufs. Si on poursuit, on a demandé ce que les Français pensaient de l'œuf. On voit que pour 96% d'entre eux, c'est un produit incontournable, 91% un produit sain et équilibré, et 87% c'est un produit indispensable. Et si on les interroge sur leur volonté de passer à des substituts végétaux, ils nous répondent à 64% qu'ils ne sont pas prêts à abandonner l'œuf pour un substitut. On se rend compte aussi que les œufs sont très appréciés par les enfants, parce que 94% des parents en proposent à leurs enfants, et ils sont 91% d'entre eux à les apprécier. Si on regarde maintenant les habitudes de consommation, les moments de consommation des œufs, on se rend compte que c'est surtout des moments sur le dîner ou le déjeuner. C'est les deux temps privilégiés de consommation pour les œufs. Et suivent un peu plus loin derrière le petit déjeuner et le brunch, avec respectivement 18% et 14%. Si on demande aux Français comment ils consomment des œufs, on voit que pour beaucoup d'entre eux, enfin 90% d'entre eux, l'œuf est une recette à part entière. Mais ils sont également incorporés dans la pâtisserie et jugés indispensables dans la pâtisserie. Ils sont incorporés dans des plats élaborés et dans des sauces. Concernant les recettes préférées des Français sur l'œuf, on voit que le top 3, donc c'est l'œuf au plat suivi de l'omelette et de l'œuf dur. Donc on est sur des recettes ultra pratiques, faciles et rapides à mettre en œuvre chez soi. Et suivent un petit peu derrière donc, les œufs brouillés et les œufs cocottes. Concernant les qualités des œufs, donc on a aussi interrogé le panel sur les qualités nutritionnelles, culinaires et naturelles des œufs. Pour 98% d'entre eux, c'est une source inépuisable de créativité culinaire. Ils sont jugés bons pour la santé
et notamment ils sont reconnus pour leurs vitamines et leurs oligo-éléments. À noter particulièrement compte tenu de la période d'inflation que l'on connaît, 90% des consommateurs considèrent qu'ils ont un excellent rapport qualité-prix. Ils sont jugés comme naturels à hauteur de 96% et des protéines de bonne qualité. Si on regarde maintenant les critères d'achat des œufs, on se rend compte que le critère numéro 1 pour les consommateurs, donc c'est le mode d'élevage, à hauteur de 48%, suivi par l'origine France et enfin le prix. On s'est rendu compte également que ces critères ont légèrement évolué lors des enquêtes précédentes. Donc avec forcément, comme je disais tout à l'heure, vu la période inflationniste, le prix a augmenté de plus 6 points par rapport à notre dernière enquête. A contrario, le mode d'élevage a diminué de 7 points comme critère numéro 1. Concernant la connaissance des œufs par les consommateurs, on voit que 81% d'entre eux connaissent les codes chiffrés, de 0 à 3 selon le mode d'élevage. Et enfin, si on regarde les lieux d'achat, on a des lieux d'achat assez diversifiés et multiples pour les consommateurs. 85% en magasin, avec une répartition surtout portée par les hypermarchés et supermarchés, suivi des supérettes, des magasins bio. Et ensuite, on voit que le second canal de distribution, ce sera plutôt la vente directe, avec une part importante pour la production locale et pour les œufs consommés issus des propres poules. Et enfin, on voit que le dernier canal, c'est la proximité avec 31%, que ce soit sur les marchés ou alors dans les enseignes type fromager ou crémier. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur l'enquête que l'on a menée auprès des consommateurs cette année. Et du coup, je passe la parole à Loïc pour la suite. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler un peu de consommation. Donc on est avec un produit qui a une très bonne image et donc la consommation est bonne. Voilà. Donc on est parti sur une année record en termes de consommation, puisqu'on devrait terminer l'année à 229 œufs consommés par habitant en France. Il faut savoir que l'année dernière, on était à 220. Bon, l'année dernière était un peu spécifique avec le manque de production que l'on a pu subir à cause de la grippe aviaire. Mais aujourd'hui, donc on est quand même à 5 œufs de plus qu'en 2018 et 2020, qui étaient les précédents records. On est toujours avec une consommation qui était à 45% sur des achats en magasin, 35% qui sont sous forme d'ovoproduits, donc soit directement dans des produits manufacturés par l'IAA, par les industries agroalimentaires ou la restauration en domicile, et 20% qui sont en œufs coquilles consommés en restauration en domicile. 87,5% des ménages sont acheteurs d'œufs. Donc on a comme on l'a dit tout de suite, donc une consommation qui est très soutenue. Aujourd'hui, on est sur une augmentation de la consommation de 3,8% des ventes sur les 7 premiers mois. Et on a eu ce matin quelques éléments à mi-septembre où on dépasse les 4%. Dans un marché agroalimentaire qui est plutôt à la baisse, puisque en termes de volume, on parle plutôt de baisse de 4 à 5% des volumes vendus sur le secteur agroalimentaire en global au niveau magasin. Et nous, on est sur un produit qui tire son épingle du jeu grâce à son coût et à sa valeur nutritive. Donc on a des évolutions qui sont très variées en fonction des modes d'élevage. On a 2 secteurs qui sont en forte croissance. L'élevage, les œufs issus de poules élevées au sol, les œufs de poules élevées en plein air, bien sûr, y compris label rouge, où on a une reprise des volumes vendus, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a une baisse importante de l'ordre de 15% sur les œufs en cage, qui est l'effet du déréférencement par les magasins de ces références, de ces produits, puisqu'on a vu que dans certains cas, s'il y en avait de mis en magasin, je pense que par l'effet prix, on aurait peut-être des ventes plus soutenues.
et le bio, où on est à pratiquement moins 7%, comme l'ensemble des filières biologiques qui subissent des baisses de volume. On est également concerné sur ce segment. Au niveau de l'industrie agroalimentaire, on a passé la majorité des œufs qui sont vendus au niveau des industries agroalimentaires et RHD en termes de vos produits ont dépassé les 50%, puisqu'on a 54% entre le sol, le plein air et le bio. Donc on n'a plus que 45% en cage aménagée. Donc on est dans la tendance globale. On a toujours continué la communication œufs de France, puisque c'est quand même un des critères importants dans les critères d'achat des consommateurs. Aujourd'hui, le logo œufs de France a été lancé en 2018 et depuis 2020, il est applicable également sur les produits agroalimentaires, les pâtes, biscuits, etc. Aujourd'hui, on a à peu près 90-95% de la production française qui porte ce logo. Et on a 6 entreprises de distribution qui sont partenaires de ce logo. Aujourd'hui, on répond à une attente puisque pour 89% des consommateurs, l'origine France est un critère de choix important et une influence également sur l'achat global, que ce soit pour 75% des Français sur les œufs en boîte ou pour 76% sur un produit transformé. L'étiquette France a un effet positif sur l'achat. Je vais repasser la parole à Yves-Marie qui va parler plus de la filière et on reprendra tout à l'heure sur la communication. Merci Loïc pour la clarté de l'exposé et merci aussi à Alice. Très bien, très belle présentation. Alors donc moi, comme le disait Loïc, moi je vais plutôt aborder le côté filière en tant que producteur d'œufs dans mon métier de base. Il est important qu'on puisse faire un point aussi sur cette production qui reprend progressivement en 2023. Donc un rappel 2022, une production mondiale réduite à 1490 milliards d'œufs en 2022. Tout ça lié, alors une baisse de 0,8% par rapport à 2021, tout ça lié aux 60 millions de poules pondeuses touchées dans le monde par cette influenza aviaire. Alors les 60 millions, on les prend sur les pays qui l'ont déclaré, puisque on a pu constater par exemple qu'en Chine, pas d'influenza aviaire, mais tous les pays autour de la Chine étaient par exemple touchés par l'influenza aviaire. Donc voilà, mais c'est le même sujet que sur d'autres pandémies où les informations étaient plus difficiles à obtenir. Bon, mais en tous les cas, ce 60 millions a induit une baisse de production mondiale de 0,8%. En Europe, on s'est tout le temps jusque-là vanté d'être les numéros 1 en Europe. Là, cette année, on est obligé de partager ce leadership avec nos voisins allemands et espagnols. En Europe, plus de 15 millions de poules pondeuses et de poulettes concernées par l'influenza aviaire. Donc dans ce chiffre-là, notez bien que les pondeuses et les poulettes sont comptabilisées. Ça représente 5% du potentiel communautaire touché par cette influenza. Rien qu'en France, 4,5 millions de poules pondeuses et poulettes concernées par l'épizootie. Bon, moins 8% d'œufs produits en 2022. En 2023, la reprise est là, mais elle est ralentie par de nouveaux cas d'influenza aviaire. Alors, des nouveaux cas qu'on a pu constater, nous, en France, jusqu'au mois de mars. On va dire que depuis le mois de mars, on n'a pas de nouveaux cas en pondeuse en France. Et on croise les doigts. Et autant l'an dernier en France, cette influenza avait redémarré à la mi-août. À la date du 5 octobre, aujourd'hui, nous n'avons pas de cas d'influenza aviaire, toute espèce volaille confondue. En élevage, il y en a bien sûr dans la faune sauvage, mais en élevage, jusque-là, on n'a pas de nouveaux cas. Et puis, vous savez tous que la vaccination des canards a démarré là, cette semaine, puisque le ministre s'est déplacé lundi dernier dans le sud-ouest pour officiellement déclarer la mise en place de cette vaccination. Mais tout ça va nous aider, sans doute, à aller vers une reprise de la production et une stabilisation d'ici fin 2023 pour revenir à nos niveaux d'avant-crise. Mais ça n'empêche que, on a des tensions fortes sur la production d'œufs. On en a eu, puisque vous connaissez le cycle de cette filière longue
quand un cycle de la poule pondeuse s'arrête, et ben derrière, c'est presque 6 mois qu'il faut pour remettre en place. Donc ces ruptures-là sont très très importantes, beaucoup plus importantes que dans d'autres espèces de volailles, où là, la remise en place se fait beaucoup plus vite. Tout ça nous donne une production d'œufs 2023 qui serait en hausse de 3,8% par rapport à 2022, mais quand même en repli de 4,5% par rapport à 2021. Alors, en plus, notre souveraineté alimentaire, eh bien, au-delà de ces chiffres de production qui nous a manqué, eh bien, on a une balance commerciale qui est passée dans le déficitaire. On vous rappelle le solde de 2021, nous étions sur une balance commerciale à plus 17 millions d'euros. Pour 2022, on a basculé dans une balance commerciale négative de 79 millions d'euros. Donc c'est pas négligeable, c'est très important. Et ça nous gêne, nous, dans la filière œufs, de ne pas pouvoir maintenir notre balance commerciale positive, qui montre aussi un dynamisme de notre filière, de notre production d'œufs, quelques codes que ce soit. Sur 2023, on peut noter que la balance commerciale continue de s'effriter. On a un taux d'approvisionnement en 2022 qui était de 96,4% contre 102,7% en 2021. En 2023, on va se réapprocher du 100%, mais on n'y sera pas encore. Les 6 premiers mois de l'année vont peser lourd dans notre auto-approvisionnement ou dans notre autonomie nationale en œufs. C'est un sujet qui est prégnant aujourd'hui dans beaucoup de filières, de pouvoir maintenir notre autonomie sur ce produit. Alors, on va revenir un petit peu, après ces chiffres de production, on va revenir un petit peu sur les coûts de production de la protéine animale la moins chère du marché, sur la voie de déflation. Donc ça, on le répète, et puis on est tout à fait satisfait que vous repreniez ce message de façon régulière sur le fait que l'œuf, la solution anti-crise des Français. L'œuf protéine animale bon marché pour 87% des Français. L'œuf produit anti-crise pour 7 Français sur 10. Donc c'est quelque chose qui est reconnu. Là, ici, on vous a illustré le prix moyen des œufs en grande et moyenne surface en 2022, selon les codes, avec un œuf standard à 15 centimes, et puis nous allons vers un œuf biologique jusqu'à 38 centimes. La légende nous dit qu'on va vers une probable diminution du prix des œufs en rayon, en répercussion des baisses de tarifs pratiquées par les éleveurs et les centres de conditionnement. Donc tout ça, je vais l'illustrer dans la diapositive suivante. Tout ça, ce fléchissement n'est qu'une simple application des règles Egalim 2, où quand le prix de l'aliment a beaucoup augmenté, mécaniquement le prix des œufs vendus à la grande distribution montait. Là, quand le prix de l'aliment, comme vous pouvez le constater, baisse, mécaniquement, les centres de conditionnement vendent les œufs moins chers à la grande distribution. Mais, donc vous voyez là le prix des aliments, 2023, moins 26,8% sur les 12 mois mobiles. Mais ça n'empêche qu'on a quand même des hausses de coûts d'emballage, énergie, transport, main-d'œuvre, qu'on n'a pas toujours pu répercuter. Ce qui fait qu'en 2023, on va quand même vers une stabilisation sur l'année. Sur l'année, on va quand même vers une stabilisation du coût de production des œufs. Alors qu'en 2022, nous avions noté une augmentation de 33% du coût de production de l'œuf par rapport à 2020. Notre filière, pareil, identique à la première conférence de presse, c'est-à-dire qu'elle maintient ses engagements. C'est des chiffres maintenant que vous connaissez, je pense. Toute cette historique, 2016, l'objectif que nous avions annoncé, objectif que nous avons atteint dès 2019, et en 2022, 77% de poules en élevage sont en mode alternatif. Donc tout sauf en cage aménagée. Si qu'on soit bien d'accord sur la définition des mots. Sur le sexage, donc vous le savez aussi, la France pionnière en Europe. Donc la France et l'Allemagne, les deux seuls pays qui se sont engagés dans cette voie-là pour interdire l'élimination des poussins mâles. Donc c'est un travail qu'on fait maintenant et qui est réalisé par les couvoirs. Donc ici nous avons Vincent Baumier qui représente le syndicat national des accouveurs. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions après la fin de nos interventions sur ce sujet-là.
l'ovosexage pratiqué en France sur l'intégralité des poules pondeuses concernées. Hein. Et puis, sachez quand même que ce sont de lourds investissements des couvoirs qui a reçu le soutien du fonctionnement par les consommateurs à hauteur de 45 millions maximum d'euros par an. Donc ça, c'est le cadre d'un accord qu'on a passé entre les différentes familles de la filière. Les couvoirs plutôt réalisent le travail, et puis en échange de cela, la grande distribution, les distributeurs d'œufs de consommation en magasin ont accepté, donc ils sont représentés ici par Franck Darteil, que vous trouvez et qui pourra répondre aussi là à vos questions très rapidement. Les syndicats de distributeurs d'œufs de consommation ont accepté de prélever sur chaque vente d'œufs une contribution pour financer ou pour aider à financer tout ou partie des coûts liés à l'ovosexage. Donc depuis le début de l'année, plus de 23 millions collectés. Et puis ce sont des indemnités qui sont versées mensuellement au couvoir par le CNPO. Donc notez bien que c'est un décret ministériel et c'est l'interprofession qui s'est chargée de mettre ce décret-là en œuvre, et notamment pour ce volet financier qui n'était pas simple à équilibrer, qui aujourd'hui arrive vers une période de stabilité. On a eu 6 premiers mois très très inquiétants sur nos équilibres budgétaires. Aujourd'hui, on arrive à trouver des solutions de rééquilibrage qui font qu'on est beaucoup moins inquiet dans notre filière pour ce sujet-là. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cet ovosexage. On a encore d'autres engagements sur le bien-être animal. Vous savez que l'Europe sortira, quand, on ne sait pas, une nouvelle directive bien-être animal. Nous, on a eu l'occasion, notre filière, d'aller faire valoir ou défendre nos messages vers l'Europe sur un grand nombre de sujets, et notamment l'ovosexage. On souhaiterait que ce soit étendu à toute l'Europe, pour qu'on ne soit pas, par exemple, en distension de concurrence quand on a des ovoproduits qui rentrent chez nous, quand on peut avoir des œufs coquilles qui rentrent chez nous, qui, eux, ne sont pas issus de poussins ovosexés. Donc ça nous gêne un petit peu. Je cède la parole à Loïc Colombel, qui va vous mettre en évidence la Journée mondiale de l'œuf et toutes les initiatives de communication qu'on met en œuvre. Belle journée. Merci Marie, merci pour le... Donc après les travaux et les préoccupations de la filière, donc pour nous, vendredi prochain, c'est la Journée mondiale de l'œuf, donc World Egg Day, qui est célébrée dans plus de 100 pays dans le monde. Donc c'est un point fort de notre communication. Donc on a tout un programme de communication. Donc la Journée mondiale de l'œuf, donc c'est toujours 1500 milliards d'œufs qui sont vendus dans le monde. C'est le deuxième vendredi d'octobre, donc on est un vendredi 13, donc ça peut porter chance, pour moi ça porte chance. Donc c'est quelque chose qui a été initié par l'IEC, qui est International Egg Commission, qui reprend les différentes organisations des différents pays, donc avec plein d'animations. Donc aujourd'hui, les œufs de France, les œufs français vont faire leur show, donc que ce soit sur les réseaux sociaux, en cuisine ou à la télé. On a plein de manifestations qui sont prévues. Donc on a un jeu inédit sur Facebook qui va démarrer demain, donc sur 7 jours, où notre poule, Marco Code, va faire le tour du monde et pour chercher des ingrédients secrets pour faire une recette qui sera la recette ultime qui sera dévoilée le 13, donc avec différents lots. Donc ça, c'est principalement pour les TikTokers et Instagram. Donc on a également toute notre tournée Instagram, TikTok avec les recettes, et principalement avec Armand Page, désolé, c'est Armand, c'est plus rapide, qui a plus d'1 million de followers sur TikTok et qui nous fait des recettes toujours fantastiques. On a également des masterclass, et je vais appeler Nicolas pour qu'il vienne nous parler un peu des masterclass que l'on fait. C'est quelque chose que l'on fait déjà depuis 3 ans. J'ai 2 ans, et donc et c'est un point important, puisque là on s'adresse plus à des publics de professionnels et les écoles hôtelières. Je passe. Eh bien, merci. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas Bourdalier, je suis chef du Paradis Latin, le cabaret dans le 5e, et également en charge de la commission Eurotalk Jeunes,
qui est une commission de notre association Eurotoc, qui a été créée en 86 par monsieur Paul Bocuse, qui avait décidé de mettre les produits en avant, la saisonnalité, le bon, le vrai, au service du consommateur. Donc on se rejoint aujourd'hui pas pour parler du cabaret ni des plumes de nos danseuses, mais bel et bien des œufs. Des œufs, on en parle en fin de compte tous les mois dans nos activités. On se déplace évidemment dans les CFA au plus près des jeunes qui sont en formation dans les lycées hôteliers, les campus et les centres d'apprentis. On y fait des journées de partage entre des professionnels, des chefs Eurotoc avec les jeunes. On y passe toute la journée à cuisiner, à leur montrer que l'œuf, il y a des possibilités en salé, en sucré, qu'un blanc d'œuf, si on le fouette correctement avec des techniques d'eau froide, on peut faire 1 mètre cube de blanc d'œuf pour un seul blanc d'œuf. Donc il existe plein de choses qu'on peut faire. Ça, c'est cette passion qu'on essaie de transmettre justement à nos jeunes aujourd'hui. Et on a aussi cette valeur de leur donner que la protéine de l'œuf, pour 2 œufs, en valeur nutritive, c'est égal à un steak. Et aujourd'hui, avec un salaire d'apprenti à 26% du SMIC, c'est plutôt intéressant de rentrer chez soi et se faire des petits œufs brouillés. Également, l'œuf a ses valeurs d'un point de vue culinaire, bien évidemment, puisque c'est parti sur la création. Le CNPO s'est également mis à faire des concours sur l'œuf qui permet d'avoir de la créativité tout au long de l'année pour ce concours, pour avoir des jeunes qui se permettent de se confronter à œufs-mêmes afin de sortir une magnifique assiette autour de l'œuf, qu'il soit parfait, qu'il soit en croûte. On a eu aussi des œufs complètement déstructurés ou confits, etc. Donc c'est un champ des possibles pour la gastronomie et c'est surtout une valeur pour nous en cuisine, que ce soit en pâtisserie, continuelle d'exploration, de créativité. Voilà. Merci Nicolas pour tous ces éléments et cette belle promotion de l'œuf. On est également présent à la télé, donc avec Petit Pain en équilibre. Et nouveauté cette année, on a également eu au niveau du SNIPO, on a participé l'année dernière à la mise en œuvre d'un programme multi-pays au niveau européen avec l'Espagne et la Hongrie. Et on a pu bénéficier d'un budget donc en partie financé par les fonds européens, toujours pour promouvoir l'œuf. Donc là, on ne peut pas parler d'œuf de France parce qu'on est sur un budget européen. Donc on promouvoit l'œuf en général avec une cible plus axée sur les jeunes adultes avec ou sans enfants et sous une forme game, jeu. Donc, et avec un objectif qui est de maintenir, développer la consommation d'œufs et essayer de toucher un public jeune pour essayer d'acquérir des nouveaux clients. Donc ça, c'est un système qui est développé donc, sur la base digitale, influenceurs. On a un événement également donc, qui la semaine prochaine, le 12 octobre, et relations presse. Donc on reste dans le même système de communication et ça nous permet de renforcer un peu la communication autour de l'œuf. On est sur un produit qui a plutôt le vent en poupe puisqu'on est avec une consommation qui augmente, mais il faut toujours qu'on soit sur le terrain pour promouvoir ce produit. On a un objectif d'arriver à 350 œufs par an et par habitant, hein. C'est bien ça ? 320. Ce sera déjà pas mal. Merci. Je repasse la parole à Yves-Marie pour clôturer cette présentation et on passera aux questions. Voilà, merci Loïc. Juste en quelques mots, hein, on arrive au terme de cette première partie de présentation, ou du moins de notre présentation, et place aux questions par la suite. Mais en quelques mots, donc, vous avez bien compris que l'œuf révèle toutes ses qualités. Les consommateurs en sont convaincus. Nous en étions déjà convaincus, mais les consommateurs maintenant en sont convaincus. Donc c'est parfait. On va vers un record de consommation en 2023. Ça, ce chiffre de 229, là aussi, vous l'avez retenu. Je pense que c'est quelque chose d'important. Quand on est sur une phase peut-être de décroissance de consommation de viande par habitant, eh bien nous, le nombre d'œufs, il augmente par habitant et le nombre d'habitants augmente. Donc, c'est pas mal. C'est peut-être aussi que notre interprofession fait bien son travail. Ça aussi, vous pouvez le dire. La filière des œufs de France redémarre. Ça, on vous l'a illustré tout à l'heure aussi, pour regagner des points sur les importations et répondre aux attentes d'origine française des consommateurs. Notre filière, nous estimons qu'elle est relativement exemplaire sur beaucoup de points, notamment sur le bien-être animal par rapport à nos voisins européens,
ou par rapport aux autres pays gros producteurs d'œufs que vous avez vu tout à l'heure, hein, la Chine et l'Inde. Et puis, pour finir, donc, on a pu vous montrer tout ce qui est mis en œuvre sur cette journée mondiale de l'œuf, avec ce que Loïc nous a présenté, surtout avec des cibles jeunes, consommateurs, cuisiniers de demain, sur les réseaux sociaux et en cuisine. Voilà. Voilà pour cette première partie de présentation. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle, nous avons Vincent Baumier à Vancouver, nous avons Franck Dartey qui représente la grande distribution, Loïc pour les centres de conditionnement. Nous avons aussi Thomas qui est là, qui peut répondre aux questions aussi, qui sera sur notre table. Alice, notre directrice, qui est là. Déjà, je remercie toute la mise en scène de cette conférence de presse. Merci l'agence Adocom d'avoir réalisé cet excellent travail et un accueil parfait. Alors maintenant, au niveau des questions, si vous avez... Hop là, les doigts se lèvent, donc le micro va arriver. Bonjour, Myriam Le Métayer de l'AFP. Juste pour clarifier, quand vous dites qu'il y a une stabilisation des coûts de production, mais que les prix consommateurs vont baisser, comment vous faites pour baisser les prix si les coûts de production sont toujours très élevés? Alors on est sur une stabilisation du coût de production avec un prix d'aliment qui va baisser un petit peu parce qu'il y avait des charges, comme je vous ai dit tout à l'heure, des charges sur le carton, sur l'énergie, qui n'étaient pas encore totalement prises en compte. Il y a eu un rôle d'amortisseur qui a été joué notamment par les producteurs et les conditionneurs pour faire en sorte que ce prix ne suive pas dans l'exactitude l'évolution réelle aux consommateurs. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un rôle d'amortisseur, mais qui va aussi ralentir cette phase de décroissance de prix de vente à la grande distribution. Mais aujourd'hui, mécaniquement, rien que sur le prix de l'aliment, comme Egalim s'applique, on est obligé quand même d'appliquer cette baisse de 7-8% aux distributeurs sur le prix des œufs. Alors ces 7-8%, ce n'est pas depuis le 1er janvier, c'est très récent, là, donc il y a aussi un peu de temps à attendre pour le voir aux consommateurs. Mais là, vous pouvez poser la question, peut-être si chez Franck, tu veux compléter Yves-Marie a bien expliqué le contexte et l'évolution, quoi. Et donc, il y a eu cet effet d'amortisseur. Et puis donc là, oui, donc il y a une baisse de l'aliment et une petite baisse du prix d'achat des œufs. Après une très forte hausse de plus de 30% l'année passée, quoi. Mais ça reste la protéine animale la moins chère, quoi. Et même, les fournisseurs n'arrivent pas à livrer tous les œufs qu'on pourrait vendre en magasin, quoi, actuellement, quoi. Mais ils font le maximum. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la consommation augmentait, était en production de un plus 4% en volume encore cette année, quoi. Gérard Lepil pour le site internet de l'Humanité. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les principales zones de production avec les pourcentages de production dans les différentes régions et pourquoi il y a si peu d'élevage dans les régions de production céréalière où on produit la nourriture des volailles. Alors, pour avoir des chiffres très exhaustifs, on pourra vous en donner un petit peu plus tard, parce que là, je vais vous parler de tête, sur des grandes masses, mais étant breton, je peux vous dire que 38% des œufs français sont produits en Bretagne. Et à peu près 60% des œufs sont produits entre la Normandie, Pays de Loire et Bretagne. 60% des œufs français. Pourquoi ? Pourquoi la Bretagne a plus fait des productions animales et d'autres régions? Alors ça, c'est le poids d'histoire, monsieur. Je pense que vous le savez. Il se trouve peut-être que dans l'ouest de la France, on a des hommes et des femmes qui ont plus la fibre éleveur. Et puis peut-être que dans le centre de la France ou dans le nord de la France, des agriculteurs qui ont plus la fibre végétale. Ce sont peut-être des hypothèses, je n'en sais rien. Après, on travaille aussi avec un climat. On a un climat peut-être plus tempéré, plus à même de faire des productions animales en Bretagne, dans l'ouest et puis moins dans d'autres régions. Je ne peux pas vous expliquer, mais par contre, la production alternative en œufs, c'est un petit peu dérégionalisé. On s'est rapproché un petit peu, on en fait beaucoup plus dans le nord de la France, dans l'est de la France, dans le sud-est aussi, qui est une belle région de productrice d'œufs, l'est de la France. Donc, les productions alternatives ont eu tendance à se rapprocher un petit peu des centres de consommation.
Mais c'est une question qui est très intéressante parce que qui nous permet aussi de rebondir sur la difficulté qu'on a à implanter des bâtiments. Là où la production est, sans doute qu'elle restera. Puisque quand on veut implanter des bâtiments dans quelques régions que ce soit, nous avons des collectifs qui se mettent très souvent en place pour refuser l'implantation de bâtiments, comme ils refusent l'implantation d'autres installations de traitement de déchets ou de production d'énergie renouvelable ou autre. Mais bon, voilà, on a des consommateurs qui veulent beaucoup d'œufs français, mais qui ne sont pas prêts à avoir un élevage assez proche de chez eux. Donc, on peut penser que la production elle restera dans certaines régions où il y a déjà de la production, parce qu'il y a des autorisations, on va dire, c'est un terme peut-être technique, mais des autorisations d'exploiter qui existent sur ces coins-là. Voilà, mais je ne sais pas si je suis complet ou c'est difficile d'être complet sur cette question. Oui, alors, bonjour, je suis du journal Les Marchés et je m'intéresse en particulier à l'utilisation des œufs dans les produits industriels, les produits transformés. Donc on a vu pendant la crise des industriels qui étaient sur des œufs alternatifs et qui sont descendus en exigence. Et donc voilà, je voudrais savoir si on a chiffré la reprise, si on l'a qualifié cette reprise dans les œufs alternatifs dans les produits alimentaires. Je vais essayer de vous répondre, mais aujourd'hui, il y a eu une marche arrière. À un moment, n'importe comment, les industriels, ils voulaient des œufs, des ovoproduits. Il y a eu un moment où on ne trouvait pas la marchandise, donc l'essentiel, c'était de pouvoir faire tourner les lignes et de mettre des produits en magasin. On a vu un ralentissement dans les évolutions sur des modes d'élevage alternatifs. Il y a eu des retours en arrière. Il y a certains retours en arrière qui sont toujours restés aujourd'hui en place parce qu'on n'a pas forcément la disponibilité. Ce qu'a dit Yves-Marie tout de suite sur la création de nouveaux élevages, la transformation des élevages, on a eu un effet de ralentissement quand même dans l'évolution, dans la transformation, même si on a déjà les 3/4 de la production française qui sont en mode alternatif. Sur les 2 dernières années, il y a eu peu de transformation et aujourd'hui, la transformation ne va pas aller forcément très vite. Il y a des marches arrière qui vont durer certainement un certain temps. L'essentiel pour les industriels était d'avoir un moment du produit pour pouvoir fabriquer leurs produits finis et les mettre en magasin. On n'est pas revenu à la case départ aujourd'hui. Bonjour, Vincent Guyot pour la France Agricole. Ça fait un petit peu le lien avec ce que vous venez de dire. Vous parliez tout à l'heure en conclusion de regagner des points ou des parts sur l'importation. D'où viennent les œufs qu'on importe? Sous quelle forme sont-ils importés et à quoi ils servent? L'essentiel de l'importation est intra-européenne dans les pays limitrophes. On parle beaucoup de l'Ukraine, mais l'Ukraine, les œufs qui ont été importés d'Ukraine, c'est moins de 1% de la consommation européenne. Bon, ça a donné un souffle à un moment parce que quand on manquait d'œufs, globalement, on était content qu'il y en ait en Pologne et que la Pologne exporte vers l'Ouest. Les pays les plus exportateurs en Europe, c'est les Pays-Bas, la Pologne et l'Espagne. L'Espagne actuellement a toujours un besoin de consommation très important parce qu'ils ont une activité touristique qui perdure. Et aujourd'hui, les 2 pays qui ont de la disponibilité à l'export et qui sont naturellement exportateurs, c'est Pologne et Pays-Bas. Avec, je pense, autant il faudrait qu'on regarde dans les stats exactement, mais je pense qu'on importe autant d'ovoproduits que d'œufs coquilles. Même peut-être plus d'ovoproduits que d'œufs coquilles. À l'industrie en général, parce qu'il y a des industriels qui achètent directement. On a des usines en France qui reçoivent des produits des Pays-Bas, d'Allemagne, de Pologne, des produits liquides. On est dans un marché européen qui est en libre circulation. La restauration hors domicile également on reçoit également des produits. En œufs coquilles en magasin, vous ne trouverez pas. Il y a eu quelques produits qui ont été vendus en magasin, mais très peu. On est à 100% origine France.
de souci. Bonjour, Anne Dobré, agence de presse magazine. Je voudrais savoir en fait quelles sont les raisons de la dégradation de la balance commerciale, vu que, si j'ai bien compris, tout le monde a été touché par l'épidémie. Donc voilà. On n'avait pas de produits à vendre, on avait énormément de demandes. Moi, dans l'entreprise que je dirige, il y a plein de clients qui ont sollicité depuis quelques années, qui nous ont appelés d'un coup pour avoir des produits. Mais quand vous n'avez rien à vendre, vous vous concentrez sur les circuits que vous avez déjà. Et c'est vrai qu'on aurait pu vendre à un moment énormément de produits sur l'Asie. Le Japon a été très sérieusement touché par la grippe aviaire. À un moment, on aurait pu vendre beaucoup plus de produits. C'est les Brésiliens qui ont vendu parce qu'eux, ils n'avaient pas de grippe aviaire, ils avaient de la disponibilité. On n'avait pas de disponibilité. Donc c'est clair qu'on a vendu, on a peut-être vendu plus cher globalement nos produits, mais on en a vendu beaucoup moins. On a un très gros effet sur le volume et qui se traduit également sur la balance commerciale globale. Quand on est d'habitude, on a 102, 103% d'autonomie. Donc on a une capacité exportatrice et on a besoin d'exporter parce qu'on consomme, par exemple, sur les nouveaux produits, on consomme beaucoup plus de jaune en Europe et pas de blanc ou beaucoup moins de blanc. Donc on exporte beaucoup de blanc vers l'Asie, entre autres. Et on a des marchés qui se sont fermés, qui se sont réduits et on n'avait pas la marchandise n'importe comment pour pouvoir exporter. Oui, bonjour. Je ne sais pas, vous allez la voir. Excusez-moi, j'ai le micro, ou alors je chante une chanson, mais non. Oui, je voulais vous demander, Jean-Marc Chollet, ActuAgri, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette augmentation, à cette croissance de la demande? Parce que je vois qu'il y a encore 20% d'élevages qui sont encore en cage. Comment est-ce que vous pouvez faire pour répondre à cette demande dans les meilleurs délais, de façon à pouvoir justement être le plus efficace possible, quoi? Ça va pas être simple. Ça va pas être simple quand on sait que les coûts de construction, eux aussi, ont pris 30%. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, Loïc l'a dit tout de suite, il y a très peu de transformation, encore moins de construction de bâtiments neufs, parce que je vous ai dit tout à l'heure pourquoi. Et puis le temps d'instruction d'un dossier est aussi très très long, mais il n'y a pas beaucoup de transformation. La difficulté qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a 10-15 ans, on gérait un code d'œuf, on gérait de l'œuf en cage aménagée, puis les autres productions étaient très mineures. Aujourd'hui, on a presque 4 codes d'œuf qui sont à part égale, dont une qui tente à baisser, qui baisse, c'est pas qui tend, qui baisse, mais depuis 2022, ce prix d'œuf en cage aménagée est tout à fait correct. C'est pas facile non plus de convaincre des éleveurs de réaliser un investissement qui va coûter 30% plus cher quand il arrive à vendre ses œufs de façon très correcte actuellement. Je vous le fais simple, mais comment voulez-vous convaincre un éleveur de faire il est chef d'entreprise chez lui. Donc c'est le marché qui peut faire évoluer ça. Il n'y a que le marché, mais le marché marche forcée, mais si les œufs sont pas disponibles, comme dit Loïc, on peut pas répondre à la commande. Donc par quoi ça passe? Eh bien, sans doute que ça passe par un système assez simple, c'est la contractualisation, je pense, aux producteurs qui prennent en compte ces augmentations de coûts de construction. Ça, c'est très important. Ces 30%-là, c'est sur un coût de production sur une poule plein air quand ça coûtait 25 € de la poule, et aujourd'hui, ça coûte 35 €, voire plus par poule. Donc, c'est pas négligeable, hein, cette augmentation-là. Et le producteur, à l'heure actuelle, avec l'état de la contractualisation actuelle, est incapable de lancer un projet. Il n'arrivera pas à convaincre son banquier avec ça. Donc ça passera uniquement par un surenrichissement des contrats aux producteurs. Et à côté de ça, il faut aussi que le consommateur, il y a des consommateurs pour les œufs qu'on met en rayon. Hein. Aujourd'hui, les premiers rayons qui étaient vides en période de crise, c'est souvent le rayon des œufs conventionnels, enfin des œufs en cage enrichie. Hein. Je pense, parce que y a une demande de prix. Donc, pourquoi on limiterait l'offre aux consommateurs? C'est à la fin, c'est aux consommateurs de choisir. On a la pression des ONG, etc., qui veulent qu'on n'ait plus de cages. Mais à un moment, pour moi, le driver, ça doit être le consommateur.
Franck, tu nous disais tout à l'heure les derniers chiffres de consommation. Est-ce que tu peux nous les donner code par code? Ça va être intéressant. L'engagement de la grande distribution en France, c'est que fin 2025, il n'y ait plus de vente de cages dans les magasins en GMS. C'est fin 2025. Mais comme le dit Marie, enfin, aujourd'hui, oui, dans nos magasins, il y a une très forte demande de standards. Et oui, il y en a encore. Enfin, pratiquement chez tous les distributeurs, que ce soit à marque, ce qu'on appelle marque premier prix ou à ce qu'on appelle du non-name. Il y a des cages, mais les clients les demandent, quoi. Et une des plus grosses rotations du rayon aujourd'hui, c'est le par 30 premier prix, donc chez nous, qui a ce qu'on appelle la VMH, c'est les ventes moyennes hebdomadaires, qui a une VMH à plus de 300. C'est une des plus grosses rotations du rayon, c'est des œufs par 30. C'est pas des œufs par 6, hein, des œufs par 30. Et tout à l'heure, tu soulignais que les centres de conditionnement n'arrivaient pas à livrer en quantité suffisante sur ce type de produit. Mais voilà, au niveau de la production, on a 4 codes d'œufs à gérer. C'est très très difficile de correspondre à un marché. Quand l'œuf bio est à moins 8, je crois. Malheureusement, donc, comme on dit, il y a une croissance en volume du marché, mais en œufs bio, il y a une régression qui est à moins 7, moins 8 en volume, à 4 P9, là, fin mi-septembre. Et ben, ça, c'est malheureux, parce qu'on manque d'œufs en magasin, mais il y a des œufs bio qui sont disponibles et voilà, qui sont plus chers, donc les clients n'achètent pas, quoi. Mais aujourd'hui, la croissance du marché, c'est plus 4 en volume. Donc, et c'est comme ça a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup de produits alimentaires, enfin l'ensemble de l'agroalimentaire est en baisse de volume. Il y a une inflation du prix, mais une baisse de volume. Tout à l'heure, Alice vous l'a dit, sur les critères de choix, le mode d'élevage a perdu 7 points sur les critères de choix, alors que le prix a repris 6 points sur les critères. Ah oui. Oui. Et comme dit Franck, donc éventuellement, c'est ce qui se passe. Dans un rayon, on peut trouver trop d'œufs bio, et puis on manque d'œufs de premier prix pour répondre aux besoins du consommateur. Donc quand il n'y a plus de premier prix, ben, le consommateur il va remonter, s'il veut des œufs, vers des œufs au sol, des œufs plein air, et puis des œufs bio. Mais voilà, donc comment voulez-vous suivre des transformations de bâtiments, comme vous le disiez tout à l'heure? C'est pas facile à suivre quand il y a toujours le consommateur demande toujours ce type d'œufs-là. Après 2025, si la GMS enlève ces œufs-là, ce sera un choix fait par la grande distribution, peut-être au détriment du consommateur, j'en sais rien, mais je ne suis pas sûr que la situation financière du pays s'améliore tant que ça d'ici fin 2025. On l'espère tous, mais si on veut être clair, c'est pas gagné. Monsieur, vous avez une question? C'était encore sur le bio qu'on parlait, mais bon, c'est un problème de pouvoir d'achat. Approchez le micro. Oui, c'est un problème de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que la filière, elle existe, elle est quand même, elle a été valorisée quand même, et les clients aiment beaucoup acheter les œufs bio, parce que pour eux, c'était une sécurité, quelque part. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que si elle est baisse comme ça, il y a la même chose dans d'autres productions, hein, je le sais, mais voilà. Qu'est-ce que vous appelez sécurité en œuf bio? Je ne sais pas. Non, sécurité, c'est-à-dire que les gens, quand ils rentraient dans les magasins, un œuf bio avait quand même, bon, c'était pour eux un critère d'achat, si vous voulez, quelque part. Et maintenant, c'est un problème de critère de prix, je le reconnais. Il y a quand même beaucoup d'élevages qui sont totalement bio. Alors, ils sont en crise. Qu'est-ce que il y a quelque chose, voilà. Est-ce que la profession peut les aider ou alors il y a l'Interpro plutôt? Déjà, l'État a mis un plan d'aide pour toute la filière bio française, quelque production que ce soit. Donc il y a un plan d'aide pour ces productions-là. En œuf, on a du mal à répondre, à rentrer dans les cases, et sinon, on jongle du mieux possible. Il y a des élevages bio qui passent en plein air peut-être pendant 1 an et qui reviennent en bio. On fait tourner un peu en attendant que cette étape-là s'estompe et puis que l'œuf bio reprenne une courbe, alors sans doute pas aussi ascensionnelle que précédemment, puisqu'on avait une progression à 2 chiffres ces dernières années. Là, bon, on peut penser que on espère que ça repartira de façon plus prudente, mais en tous les cas, il n'y a plus aucun projet de bâtiment bio en France. Sans doute qu'à un moment donné, on en a trop fait, mais le marché le demandait. On a une adaptation de la capacité de production en bio à la taille du marché, parce qu'on peut pas continuer à produire des œufs bio et les vendre en plein air. Il y a une trop grosse différence de coût de production qui n'est pas supportable par la filière. Donc il y a une adaptation, on a réduit la voilure.
On était sur, comme l'a dit Yves-Marie, il faut savoir qu'on était à 22%, je pense, de part de marché en bio, pas loin. On est arrivé à 17, plus ou moins, je pense, en grande distribution. Cette perte, ben, on ne va pas la regagner. On était le produit le plus vendu en bio dans la catégorie œufs, parce que ben, l'écart de prix était peut-être moins important entre un œuf bio également que sur de la viande ou sur d'autres produits. On a la même situation que dans le lait. Hein. Il y a une adaptation de notre capacité. On ne peut pas faire autrement. Des précisions à vous demander sur les chiffres. Quand vous parlez de moins 6 à moins 7% sur le prix de l'œuf, est-ce que c'est le prix au distributeur ou est-ce que c'est le prix au consommateur ? Quand monsieur parle de plus 4% en volume sur l'œuf, quel est le sur un an, enfin voilà, quel est le, juste pour préciser un petit peu l'horizon. Et juste pour revenir sur les ovoproduits, vous disiez qu'il y avait un recul en marche arrière, mais quand on voit dans les chiffres 2022, il y a quand même une progression de l'alternatif. Donc c'est le recul est 2023. Il ne se traduit pas encore ici, c'est ça ? On ne va pas reculer non plus peut-être dans les volumes, mais on va avoir une stabilisation, je pense, sur 2023, des volumes. On avait une augmentation assez importante sur les ovoproduits, plus importante que sur la partie œufs coquilles, parce qu'on est en retard. Enfin, le marché des ovoproduits est un peu en retard par rapport au marché de la GMS. Et si vous voulez, pour répondre sur la baisse de prix, les 7-8%, ces 8% qui ont été baissés par le fait de la loi Egalim, c'est entre les centres de conditionnement et les distributeurs. 6, 7, ouais. Après, on peut, après, c'est le distributeur qui va le répercuter à ses consommateurs, sachant que le distributeur, à un moment, il a pu aussi absorber certains surcoûts. Et chaque enseigne est libre de sa politique commerciale, comme chaque entreprise est libre de sa politique commerciale. Mais il y a eu une baisse également dans le prix de la rémunération à l'éleveur par les centres de conditionnement, puisqu'on a le même lien avec la loi Egalim sur l'aliment entre l'éleveur et le centre de conditionnement. Alors, quelques dernières questions. Pardon. Oui, c'est sur les plus 4%, on est sur un... Non, on est en P7 janvier à juillet 2023 par rapport à janvier à juillet 2022. On était à on est à plus 3,8. Oui. Et on peut penser qu'à fin septembre, à mi-septembre, on est à plus 4. Voilà. On dépasse. Donc c'est une tendance qui se poursuit de progression. Vous aviez une dernière question ? Bonjour, Christian. Oui, bonjour monsieur. Christian Bidonneau, Top Outre-mer et Top Occitanie. Est-ce que sur votre site, bienvenue, il y a des chiffres par région de consommation et de production ? J'ai pas compris la question. Est-ce que dans votre site internet... Gardez le micro à la bouche parce que... Est-ce que sur votre site internet, il y a des chiffres de production et de consommation par région ? Malheureusement, non. Ah bon. Des chiffres de production, non, mais par contre, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être vous fournir par la suite. Ouais. Vous prendrez le contact avec Alice Richard ici, qui se chargera de vous renseigner du mieux possible. Merci. Sur votre demande. Autre interpellation, question ? C'est déjà très bien, on a eu beaucoup de questions. Pour nous, c'est super de voir que vous soyez aussi branchés. Alors, on aime bien que les questions viennent de tout le monde, mais... Juste sur les 229 E, c'est sur la base des statistiques du ministère de l'Agriculture, c'est ça ? C'est sur le tonnage, l'estimation des 229 E par an et par habitant. C'est la base de calcul de l'ITAVI. C'est l'ITAVI qui nous fournit les consommations. Et c'est eux qui le font tous les ans. Donc, on peut juger de la pertinence de la tendance. Alors, on vous remercie de votre attention et place à l'œuf.